Oh oh oh, salut à tous et un très joyeux Noël. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite surprise en cette période de fin d'année pour... Ok. Ouais, je suis désolé, j'ai voulu porter une barbe, mais ça m'a fait les débords-bac. Alors j'ai utilisé ça. Enfin bref, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on va parler de fête de Noël. En effet, 2020 touche à sa fin, et putain c'est pas trop tôt parce que tout le monde sait que c'est la période la plus merdique de toute sa vie, derrière les guerres mondiales. Et pour la première fois de l'histoire de la chaîne, je vous ai concocté une critique consacrée à un film qui se passe bien entendu dans le contexte de Noël. Et par ailleurs, pour la représentation des fêtes de Noël, veuillez m'excuser du minimum syndical, parce que de base, les décos, guirlandes et tout, les sapins, c'est pas trop mon truc. Mais je me suis quand même dit que je devais faire des efforts parce que Noël, c'est quand même une belle période. C'est la période où tous les boulevards de n'importe quelle ville s'illuminent, où l'on regarde de magnifiques automates à travers des vitrines, et la joie de se voir offrir de très beaux cadeaux. Et ensuite, la meilleure excuse pour gagner plus de kilos. Pour ensuite les perdre après le réveillon. C'est pourquoi, mes chers amis, pour représenter Noël du mieux que possible, je me suis simplement approprié du magnifique petit bonnet que vous voyez juste ici, et cette magnifique petite crèche que vous voyez là juste derrière et qui m'accompagne depuis plus d'un quart de siècle. Pour le besoin de ces vidéos, vous l'avez compris, il fallait que je choisisse un film qui traite Noël. Le truc c'est que, il y en a plusieurs, il y en a même un dont j'ai déjà parlé l'année dernière, à savoir Klaus de Sergio Pablos, mais je me suis dit que j'allais vous proposer un film assez original. Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, trop classique. Le drôle de Noël de Scrooge version Picsou, bah, pas encore vu. L'arme fatale promis du nom, je le réserve pour plus tard. Pareil pour les deux premiers Die Hard. Pareil pour les Gremlins. Mais du coup, qu'est-ce qui reste? Ah oui! Un fauteuil pour deux, réalisé par John Landis en 1983. John Landis, un réalisateur dont la filmographie a accompagné toute mon enfance, est majoritairement très connu pour ses nombreuses œuvres, à commencer par Hamburger Film Sandwich, dont je vous parlerai sans doute plus tard, The Blue Brothers, Le Loup-garou de Londres, l'excellentissime court-métrage thriller de Michael Jackson, Un prince à New York, dont pareil, je vais bientôt vous en parler, et le très moyen, mais pas moins drôle, Le flic de Beverly Hills 3. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui, et d'ailleurs c'est mon préféré de John Landis, c'est Un fauteuil pour deux, réalisé en 1983, avec pour vedette Dan Aykroyd et Eddie Murphy. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Non mais attends, mais quel est ce putain de rapport entre ce film et les fêtes de Noël? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'intrigue de ce film, malgré que ce soit un film consacré à Wall Street, de la finance pour être plus précis, ne se contente pas de se situer pendant les fêtes de Noël, mais pendant toute la période des fêtes de fin d'année. Le 1er janvier compris, j'imagine. Et rien que ça suffit pour considérer ce film, Trading Place de son titre original, comme, oui, un film de Noël. Pour vous résumer rapidement l'histoire, imaginez, c'est le rat de ville et le rat des champs, sauf que tout ce qui leur arrive, c'est contre leur gré. C'est-à-dire que deux frères associés, chefs d'une grande entreprise, ont tenu un pari aussi insensé que stupide. D'un côté, leur protégé, Louis Winthorpe, interprété par Doug Aykroyd, qui s'est vu accusé de trafic de drogue, et donc de tomber dans la précarité, tandis que Billy Ray Valentine, interprété par Eddie, un acteur que j'adore, arnaqueur de seconde zone qui a été libéré de sous caution par les frères associés, et qui paradoxalement prend la place de Winthorpe, en tant qu'employé pour la firme des frères. La finalité du pari, c'est de savoir à quel point celui qui a réussi peut déchoir, tandis que l'autre, celui qui est au bas de la société, est capable de bien se tenir jusqu'au bout, sans pour autant enchaîner des combines. Mais là où ça devient vraiment grotesque, c'est que ce pari a pour enjeu $1. Ouais, ils sont tellement riches qu'ils se sont même pas fait chier à parier une somme plus conséquente. Donc voilà, en dehors du scénario que je qualifierais plutôt de cocasse, j'ai plutôt aimé ce film. Et ce, en grande partie, grâce à son casting. Pour être franc avec vous, je suis un grand fan d'Eddie Murphy depuis toute mon enfance. J'ai grandi avec ce gars, surtout avec sa voix française, feu Med Hondo, qui donne un petit plus à cet acteur. Pour moi, c'est impossible de dissocier Eddie Murphy de Med Hondo. Et putain, j'adore ce mec. Et d'ailleurs, je devrais faire un top de ce film très bientôt. Enfin bref, la présence d'Eddie Murphy est en grande partie ce qui a contribué à mon intérêt pour ce film. Mais le reste du casting n'est pas non plus en reste. Dan Aykroyd, que vous avez sûrement tous vu dans SOS Fantôme et Blue Brothers, il est vraiment pas mal dans le rôle de Winthorpe. Un mec à la belle vie, qui a été gâché par deux patrons. Enfin, non, excusez-moi, je vais pas vous en dire tout de suite, vous verrez la partie spoil. Jamie Lee Curtis dans le rôle d'Ophélie, une prostituée. D'ailleurs, je pense que c'est le seul film où on voit ces nichons. Denholm Elliott, dans le rôle du majordome de Louis, Coleman, qu'on a vu dans 2 films de la saga Indiana Jones. Et un de mes personnages préférés, et putain de merde, qu'est-ce qui m'a fait mourir de rire, Clarence Bix, interprété par le regretté Paul Gleason. Et encore une fois, je vais très bientôt vous dire pourquoi. Et on n'oublie pas, évidemment, les deux frères, Randolph, interprété par Ralph Bellamy, et Mortimer, interprété par Don Ameche, qui, dans la version française, a la même voix que le professeur Tournesol. Bref, ce film s'offre le luxe d'avoir un bon casting,
très bon même. Mais ce qui est intéressant aussi, en dehors des gags que je vous énumérerai un peu plus tard, et qui sont vraiment très drôles d'ailleurs, c'est surtout les thématiques qu'il présente. Comme je vous l'ai dit, le film se situe en pleine période de Noël, ou plus exactement les fêtes de fin d'année. Dans la première partie, le film se déroule à Noël, tandis qu'à la seconde, c'est le Nouvel An. Et Noël oblige, tu as forcément des marchandises qui passent en solde, comme par exemple le jus d'orange, et même de la barbaque, notamment les côtes de porc. Et si je me rappelle bien, les frères Duke, ou bien Winthorpe, ont tenu compte de la dégringolade des prix. Et donc du coup, forcément, ils peuvent vendre plus. Enfin bref, je peux pas tout vous dire ce qui se passe concrètement, étant donné que moi je suis pas très calé en bourse, mais c'est quand même intéressant parce que il y a tout de même un rapport entre les fêtes de Noël et le marché en bourse. Parce que certes, d'après Billy Ray, qui a pris la place de Winthorpe, c'est pas du tout un spoil, c'est le synopsis du film, les gens ont plus tendance à acheter des jouets pour leurs gamins. Mais d'un autre côté, les fêtes de Noël, c'est aussi une excuse pour bien bouffer. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont baissé le prix de la bouffe, et ça y est, ça se vend plus forcément. Il y a également d'autres facteurs qui relèvent l'esprit du Noël de ce film, mais je préfère vous les dire plus tard. En termes de dialogue, bon, moi franchement, je vois les films en version française en général, dans des plaies aux puristes, mais je trouve que les dialogues sont vraiment de très bonne qualité là-dedans. Ben Honto, franchement, j'ai rien à dire, il fait du très bon travail. Pareil pour le mec qui a doublé Winthorpe. Henri Labusière, il était vraiment pas mal non plus. Mais celui que je préfère, et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure partie comique du film, c'est celui qui a doublé Clarence Bix. Ce que j'aime avec ce personnage, c'est que, ok, c'est le méchant, entre guillemets, du film, et pourtant, il a un côté sérieux, tellement brut, qu'à chaque gag que tu vois avec lui, tu ne peux pas t'empêcher de rigoler, quoi. C'est impossible. Et une fois de plus, il y a d'autres scènes que j'aime bien avec lui, mais je préfère vous le dire plus tard dans la partie spoil. En tout cas, je trouve que les gags de ce film sont plutôt intelligents. Il n'y a pas trop de lourdeur. L'histoire se regarde sans problème. Pour tout vous dire, j'éprouve même des difficultés à trouver quelques défauts. Si ce n'est que les 10 premières minutes du film, c'est un peu long. Mais bon, c'est pas trop grave puisque tout le reste, ça s'enchaîne correctement. Comment certains personnages évoluent et comment certains sont tombés bas. Même si on n'est pas très calé dans le monde de la bourse, eh bien, on s'y intéresse un minimum. Et par contre, en termes d'humour, attendez plutôt à un humour assez sérieux, je dirais. Parce que moi, quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu ce film, via une VHS enregistrée, comme j'étais un grand fan d'Eddie Murphy, et donc habitué à le voir faire le zouave, eh bien, j'ai trouvé que ce film était trop sérieux pour un film avec Eddie Murphy. Et donc, à mon avis, il se peut que les plus jeunes d'entre nous ne comprendront pas directement ce film. Enfin, ils ne pourront pas vraiment comprendre l'humour qui est présenté. Mais arrivé à un certain âge, arrivé à une certaine maturité, on le comprendra légèrement un peu mieux. Bref, Trading Place, autrement dit un fauteuil pour deux, est une comédie que je vous recommande absolument. Que vous soyez fan d'Eddie Murphy ou de Dan Aykroyd, bah vous pouvez voir ce film sans hésiter. Et voilà quoi, une comédie que je considère comme une comédie de Noël, et qui ne cible pas forcément les gens de tout âge, mais ça se regarder quand même. Mais après avoir vu ce film, vous serez mort de rire, surtout à la toute fin. Et sur ce, attention partie spoiler, c'est parti. Bon, je dois vous avouer qu'en termes d'analyse, je n'ai pas grand chose à vous offrir, mais je vous ai promis de parler de deux choses, et je vais bien évidemment commencer par le personnage de Winthorpe. À la base, c'est un personnage qui appartient à la haute société, qui a réussi dans la vie, qui avait une fiancée et qui avait tout pour succéder au frère Duke, en tant que chef d'entreprise richissime. Par contre, son caractère est tellement froid, tellement hautain, il appartient à la haute société, donc forcément, tout ce qui est plus bas que lui, niveau social, eh ben, c'est vraiment minuscule par rapport à lui. Et tout allait bien pour lui, jusqu'à ce qu'à un certain moment, les frères Duke ont décidé de faire ce pari stupide à la con. Ce qui a coûté à Winthorpe sa fiancée, son argent, puisque son compte bancaire a été gelé suite à la fausse accusation. Il a perdu sa meuf, et même son majordome, sous les ordres des frères Duke, il a carrément renié. Puisque pour rappel, enfin, je sais pas si je l'ai dit plus tôt, Billy Ray a échangé sa place avec Winthorpe. Ce qui explique pourquoi Billy Ray est devenu un employé des frères Duke, alors que Winthorpe, lui, il est quasiment à la rue. Et plus le temps avance, plus le moral de Winthorpe devient plus bactère. Tenez, prenez l'exemple de cette scène. Comme par hasard, une nuit pluvieuse, Winthorpe aperçoit Billy Ray en train de manger avec les frères Duke et d'autres personnes dans un restaurant chic. Rien qu'avec son regard, tu te mets vraiment à sa place. Il n'a qu'une seule pensée, c'est un truc du genre, mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Comment ça se fait que ce type, ce bouffon, atterrit dans ce resto alors que c'est moi qui aurais dû y être? Bon, en vrai, s'il n'y avait pas eu ce pari, il y serait, effectivement. Mais voilà, quand tu passes d'un statut richissime à celui qui n'a pas de sous, c'est comme si tu reprenais tout à zéro. C'est comme qui dirait une sorte de psychologie inversée. Pendant qu'un pauvre mendiant sorti de nulle part est en train de bouffer dans un restaurant chic, lui, il est dehors, sans le sou. Et c'est donc normal que Winthorpe se retrouve dans cet état moral. Et encore, il n'avait même pas encore vu le bout, le pauvre. Puisque le soir du réveillon, déguisé en Père Noël, après avoir menacé Billy Ray dans son bureau, et partiellement les frères Duke, involontairement, le moral du mec était tellement bas qu'il a failli se suicider. Il y a même un chien qui lui a pissé dessus, quoi. Comme un vulgaire réverbère. Et pour finir, il a ingurgité des drogues, enfin, plutôt des médocs. Et tandis que Billy Ray, apprenant la vérité au sujet de ce pari, a suivi Winthorpe jusqu'à l'appartement d'Ophélie, qui lui relève que les Duke sont les responsables de son malheur, et par la même occasion le sauve de l'intoxication
de Médoc. Et donc tous ensemble, y compris le majordome, élaborent une contre-attaque, mais j'y reviendrai après. Ce que j'ai aperçu à travers l'évolution de Winthorpe, ou plutôt sa dégringolation sociale si je puis dire, je sais pas pour vous, mais quelque part, il y a une notion d'ange gardien. D'un côté Billy Ray, qui comme je vous l'ai dit, avait appris la vérité, et donc aide Winthorpe à se relever socialement, alors que de base c'est à cause de Winthorpe que Billy Ray s'est fait arrêter, et d'un autre, Ophélie. J'ai pas beaucoup parlé d'elle, mais même si de base c'est une prostituée, qui n'en avait strictement rien à foutre de Winthorpe, malgré ça, elle a choisi de l'héberger chez elle. Puisque, apprenant que de base, Winthorpe est plein aux as, le temps de se remettre en selle, elle lui laisse une chance. En échange de quoi, il aidera à s'en sortir, financièrement. Et par contre, toute attente, ils finissent quand même par se remettre ensemble. Quand je vois l'évolution de cette relation, je me suis dit que j'aimerais vraiment me mettre à la place de Winthorpe, tu vois. Malgré qu'au départ, elle était un peu dure avec lui, eh bien, ça ne l'empêchait évidemment pas de prendre soin de lui. Et par exemple, rien que cette scène, que je pourrais bien entendu pas vous montrer parce que la nudité YouTube ça fait deux, à un moment un client frappe à sa porte, alors qu'elle aurait pu facilement encaisser de l'argent, elle a préféré s'occuper de Winthorpe. Et lorsqu'elle part rejoindre Winthorpe, seulement vêtue d'une petite culotte, elle le réconforte. Pas de manière sexuelle, mais de manière comme si... de manière maternelle, en partie. Et un brin d'étincelle d'amour commence à briller. J'ai trouvé que c'était une très belle scène parce que ça réconforte non seulement le corps et le cœur de Winthorpe, mais aussi d'une autre, enfin... plus pour du mien. Bref, Ophélie ainsi que Billy Ray sont de véritables anges gardiens, comme on en trouve dans n'importe quel récit de Noël, quel que soit le média utilisé. Et en dehors de cette très belle scène, à savoir la scène d'Ophélie et de Winthorpe, il y a deux autres que j'ai bien aimées, à savoir celle du train, et la scène finale à Wall Street, où Billy Ray et Winthorpe contre-attaquent les frères Duke. Dans la partie no spoil, je vous ai un petit peu parlé de Clarence Blix. Je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que j'aime son personnage, mais là, vous allez beaucoup mieux le comprendre. Assis dans un wagon, l'équipe de Winthorpe le rejoigne, et Clarence, je sais pas, mais chaque fois qu'il parle, il me fait toujours mourir de rire quoi, avec cette punchline plutôt grossier, mais très efficace. C'est fini, messieurs et madame. Fini les Africains, et fini Inga et sa cuisine suédoise et son accent idiot. Et fini le faux curton et le faux whisky irlandais. Et fini cette saloperie de barbac séché. La fête est finie. Il y a de la place. Eh, barrez-vous, ou je vous arrache les yeux et je pisse sur vos cervelles. Et le clou du spectacle, c'est le coup de foudre entre lui et le gorille. Genre, regardez-moi ces grimaces et dites-moi si vous n'arrivez pas à rire face à ça. Certes, c'est vieux comme le monde, mais... je peux pas m'empêcher de rire, c'est trop là. Et comment est-ce qu'il a fini dans une cage avec le gorille? Putain, mais c'était vachement marrant, quoi. Encore que... des fois, j'ai de la peine pour lui, mais quelque part, c'est un peu mérité, tu vois. Et suite à ça, l'autre scène que j'apprécie, Wall Street. Ce que j'aime bien avec cette séquence, c'est que non seulement on apprend quelques tuyaux au sujet de ce monde, le monde impitoyable de la finance, et en plus, regardez-moi ce décor. Quand tu regardes la salle dans tout son ensemble, en bon vieux con que je suis, étant un grand fan des années 80, bon, normal pour un gars né dans les années 80, je ne sais pas comment vous décrire cette sensation. C'est à la fois nostalgique, moderne, bien rétro, et voilà quoi, c'est une architecture des années 80, comme je les aime. Et bien évidemment, on n'oublie pas la chute des Duke. La manière dont ça s'est terminé, j'ai bien aimé, surtout quand Mortimer il gueule. C'est une honte et un scandale. Je demande et j'exige une enquête. Je veux que les transactions reprennent sur le champ. Je veux que vous rappeliez les courtiers. Je veux que vous remettiez toutes ces machines en marche. Je veux tout reprendre à zéro. À zéro. Et suite à ça, on n'entend plus jamais parler des Duke. Jusqu'à un film lointain. Du coup voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit au sujet de ce film. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un film de Noël, même si à première vue ça n'en a pas l'air. J'ai beaucoup apprécié le casting, et en particulier Eddie Murphy, Paul Gleason, Jamie Lee Curtis, une nouvelle façon de raconter les fêtes de fin d'année, ainsi que partiellement le monde de la finance. Et puis voilà quoi, encore une fois, Un fauteuil pour deux est un film de Noël que je recommande absolument. Bon, le soleil commence à se lever, il est 8h du matin, il faut que j'abrège. Voilà mes chers amis, c'était ma critique consacrée à Un fauteuil pour deux de John Landis. J'espère que cette critique vous a plu. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, un pouce en l'air serait le bienvenu. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout passez un très bon Noël. Voilà pour moi. Ciao.